Bonjour, aujourd'hui je voudrais dire quelques mots des notions les plus élémentaires qui forment le cadre de notre représentation du monde, l'espace, le temps et la matière. Ces notions sont tellement familières qu'on pourrait penser qu'il n'y a rien de particulier à en dire, mais il se trouve que leur étude attentive a conduit à des bouleversements majeurs et modifié en profondeur l'idée que nous faisons de la réalité physique. Intuitivement, ou disons spontanément, nous nous représentons le monde comme ce qu'on pourrait appeler un espace-temps matière objectif, des corps matériels distribués dans l'espace, évoluant dans le temps. Le caractère objectif de cet espace-temps matière correspondant simplement à l'idée que les phénomènes physiques qui ont lieu dans le monde ont lieu de fait, qu'on en prenne conscience ou non, qu'on les perçoive ou non. J'ai déjà parlé brièvement de la notion d'objectivité dans une vidéo précédente, en rappelant notamment que la révolution quantique nous avait contraints à réviser nos intuitions à ce sujet, manifestement trop naïves, et en précisant aussi que le problème n'était toujours pas résolu. Mais pour nous en tenir à ce que suggère notre conception ordinaire, qui correspond à ce qu'on appelle la physique classique, j'ajouterai simplement que la notion d'état du monde, en elle-même, contient déjà l'idée d'objectivité. Dire que l'univers se trouve dans tel ou tel état, c'est faire référence à une réalité objective, peut-être difficilement connaissable, peut-être même inconnaissable en principe, mais une réalité définie de manière intrinsèque, qui existe par elle-même, et c'est cette existence qui fait de la réalité un fait indéniable, un fait établi. Bien sûr, le mot « établi » a la même racine, la même étymologie que le mot « état ». Cette racine, c'est le verbe « stare » en latin, de participe passé « status », qui a donné aussi stable, statique, statut, ou en anglais « state », qui traduit justement le mot « état », ou le verbe « to stand », qui veut dire essentiellement la même chose. « Stare » signifie se tenir debout, être là, immobile, fermement établi. Donc l'état du monde, c'est ce qui se présente à notre perception simplement parce que c'est là, debout devant soi en quelque sorte, objectivement, donc par soi-même, c'est. Or le fait qu'on retrouve cette même racine stare dans le mot distance, lié à l'espace, dans le mot instant, lié au temps, et dans le mot substance, lié à la matière, n'est peut-être pas tout à fait anecdotique. Ça montre en tout cas que l'idée d'objectivité est profondément ancrée dans notre représentation du monde, au cœur de notre intuition relative à cet espace-temps matière. Les états du monde sont des instantanés de la réalité physique, et la caractéristique essentielle du temps est d'établir une séquence selon laquelle un état du monde fait place à un autre, puis un autre, et ainsi de suite. Mais il est clair que nous sommes totalement incapables de parler du temps sans faire appel à des notions, à des mots qui contiennent déjà en eux-mêmes l'idée de temps. C'est pourquoi il est si difficile de penser le temps. Si je dis qu'il y a des états qui se succèdent suivant une séquence ordonnée temporellement, j'ai l'air de dire quelque chose de pertinent, mais la notion d'état, de séquence, d'ordre temporel font toutes appel à cette intuition de la temporalité. Par conséquent, je n'ai rien dit qui soit de nature à nous éclairer sur ce qu'est véritablement le temps. D'ailleurs, la pensée elle-même est tributaire du temps, dans son fonctionnement même. Tout raisonnement fait au minimum appel à une séquence, à un enchaînement d'idées, d'arguments. Et donc, sans le temps, pas de pensée, pas de discours, pas de langage même. Alors d'une certaine façon, c'est pas très grave, le temps est là et on sait vivre avec. C'est plutôt sans le temps qu'on ne sait pas vivre d'ailleurs. Mais il se trouve que les progrès de la physique ont remis en question de manière radicale nos idées sur le temps et du coup, on aimerait bien en savoir un peu plus. D'autant que tout porte à croire, compte tenu des développements récents de la physique, que le temps serait en fait probablement une illusion, en quelque sorte, c'est-à-dire quelque chose qui émerge d'autres choses plus fondamentales, plus profondes, liées de manière plus directe à ce qu'est réellement la réalité physique. Mais revenons au cadre intuitif de la réalité physique, l'espace-temps matière. Que peut-on dire de l'espace, par exemple? Eh bien, l'espace est ce qui permet de distinguer deux choses qui coexistent. L'espace les sépare et leur permet d'être considérés conjointement comme faisant partie, ensemble, simultanément, de la même réalité. Il est clair que si tous les corps étaient au même point, on ne pourrait pas les distinguer. Il est intéressant d'ailleurs de noter que d'un point de vue étymologique, le mot espace se réfère d'abord non pas à l'ensemble des points, l'ensemble des lieux potentiellement accessibles, mais bien à l'espace entre les choses. Comme on peut dire qu'il y a de l'espace entre un meuble et un mur par exemple, ou si on pense à la barre d'espace sur un clavier, ça met de l'espace entre les caractères. L'espace est donc ce qui permet de tenir à part les choses, et c'est tout le sens du mot distance, distare. L'espace tient les corps disjoints à distance, leur permet donc d'exister ensemble dans la même réalité, mais distincts.
J'ai mentionné aussi le mot instant, qui dérive de la même racine. Instare, instatus, c'est-à-dire ce qui se tient en soi-même. Le 1 de instant, c'est le 1 de intérieur, intime, interne, et pas le 1 privatif de invraisemblable ou incompréhensible. C'est donc ce qui est en ne s'appuyant que sur soi-même pour se tenir là, présent dans la réalité. C'est vraiment la réalité définie de manière intrinsèque de l'intérieur d'elle-même. C'est pourquoi l'état du monde est toujours conçu comme un état instantané. La réalité physique se définit entièrement dans l'instant. Ça fait vraiment partie de notre intuition fondamentale que le passé n'est plus et le futur n'est pas encore. Ce qui est, c'est ce qui est maintenant. Par conséquent, contrairement à l'espace qui permet de distinguer deux choses qui coexistent, le temps, lui, permet de distinguer deux choses qui ne coexistent pas. Si deux événements ont lieu à deux instants différents, quand l'un existe, l'autre n'existe pas. Soit il n'existe plus, soit il n'existe pas encore. Donc l'espace distingue ce qui coexiste, le temps distingue ce qui ne coexiste pas, et en fait permet à des choses de ne pas coexister. Quant au troisième terme de notre intuition physique, la matière donc, elle est aussi totalement mystérieuse, et comme l'espace et le temps, il est totalement impossible d'en parler sans faire appel à des mots qui contiennent déjà en eux-mêmes la notion de matière. La matière, c'est ce qui donne corps aux choses, mais qu'est-ce que c'est qu'un corps? Et on retrouve ce verbe stare à travers le mot substance. Substare, c'est ce qui se tient sous les choses, sous les phénomènes. Bref, c'est tout naturel, les mots reflètent les structures que nous voyons dans l'univers physique ou que nous élaborons à partir de notre expérience. Ils synthétisent nos intuitions fondamentales, les rassemblent, les organisent en des concepts qui nous parlent directement. En ce sens, on peut probablement dire que le premier geste de la physique, c'est le langage. Parler, c'est déjà faire de la physique. Mais le monde et notre langage sont à ce point intriqués l'un dans l'autre qu'on comprend qu'il soit particulièrement difficile de faire évoluer la physique au-delà de ce cadre naturel qui correspond à notre expérience dans l'environnement qui est le nôtre, à l'échelle qui est la nôtre. Et ce langage s'est révélé totalement incapable d'accueillir les faits nouveaux qui se sont manifestés dès lors qu'on a commencé à sonder le monde, la matière, à des échelles d'énergie, à des échelles de longueur ou de vitesse relative totalement différentes. On l'a vu avec l'avènement de la physique quantique et de la physique relativiste. Non seulement les mots et donc les notions pertinentes nous font défaut, mais c'est tout notre cadre de pensée, notre architecture cognitive qui se révèle totalement inadaptée. D'où la difficulté à comprendre la réalité à un niveau plus fondamental. Alors en attendant, on fait ce qu'on peut, on utilise les mots qu'on a, on parle de matière immatérielle, de dualité onde-corpuscule, de relativité de la notion d'instant. Il faudra bien, un jour ou l'autre, faire émerger les notions pertinentes. Alors on a commencé, mais on est encore très loin du compte, et il faudra surtout en imprégner nos consciences pour changer totalement notre mode de pensée, notre mode d'approche de la réalité physique. C'est un travail évidemment très difficile, mais aussi tout à fait fascinant, bien sûr. Et aussi incongru que ça puisse paraître, ça ne conduit pas à nous éloigner de la réalité, mais bien à nous en rapprocher, car c'est ainsi qu'elle fonctionne en quelque sorte. J'ai donc parlé brièvement de l'espace, du temps et de la matière, sans rien en dire véritablement, bien sûr, et pour cause. Mais il y a encore un autre élément fondamental qui structure notre représentation spontanée du monde, ou disons deux. L'un concerne la notion de loi physique. Qu'est-ce qu'une loi et comment se fait-il que les phénomènes se comportent selon des lois? Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela implique? Vaste problème. L'autre notion passe presque inaperçue tant elle structure intimement notre rapport à la réalité physique, tout comme l'espace, le temps et la matière, mais de façon peut-être plus abstraite encore, c'est la notion de quantité. Liée d'ailleurs à cette autre notion tout à fait étonnante, déroutante, qui a tant fasciné les Grecs, la notion de nombre, bien sûr. Mais c'est une autre histoire et nous en parlerons une autre fois. À bientôt!